Nous avons commencé avec l'intervention de Massimo Leone. Je ne vais pas le présenter, vous le connaissez très bien. Il est professeur à Turin, à Shanghai, au Venezuela, à Cambridge, directeur, comme il a dit, de la Fondation Centre études religieuses de la Fondation Bruno Kessler à Trento. Tout ça, le rédacteur en chef de la revue Semiotica, et mille autres choses qu'on ne peut pas citer parce que sinon on passerait tout notre temps à en parler. En même temps, comme vous savez, toute série, comme toute biographie, c'est une fiction. Donc, nous avons le plaisir de l'avoir ici avec nous, pas en fiction, en chair et en os. Donc, on va écouter avec grand plaisir Massimo, qui va nous parler le titre de son intervention, c'est Faut-il être poli avec les intelligences artificielles? Mode d'emploi. Ça, c'est notre œuvre. Merci, Massimo, à toi la parole. Merci beaucoup. On va essayer de lancer PowerPoint. Perché un po' di tempo, adesso come lo fare? Io un minuto per Lo offro? Sì. En attendant que Massimo puisse retrouver la connexion perdue, moi je me permets de faire des remerciements. J'aurais voulu le faire à la fin du séminaire, mais je le fais maintenant, en espérant avoir votre attention. Je voudrais remercier deux personnes très importantes pour ce séminaire. Alors, notamment Ludovic Châtenay, qui a toujours fait l'éditorialisation de nos vidéos, et aussi Aluminé Rosso, qui s'est toujours occupé de nous nourrir à la pause avec du bon café et de bonnes mignardises. Donc, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et donc, j'essaie maintenant encore pas de démarrer le PowerPoint. Voilà. Alors, merci Maria Giulia et merci Juan. J'espère que vous m'entendez bien de la maison aussi et que vous pouvez voir la première diapo de mon PowerPoint. Peu visible je ne sais pas si tu es visible. Je ne te vois pas parler. Simplement pour que les gens on le voit. Oui, on te voit. Parfait. Alors, tout va bien. Alors, oui, tout va bien. Merci. Alors, on commence en disant que depuis l'introduction de ChatGPT en novembre 2022, un phénomène empirique notable a émergé. Les utilisateurs ont tendance à adopter des formes de politesse dans leurs interactions avec ce modèle de langage. Bien que l'intelligence artificielle ne possède jusqu'à présent ni conscience ni sentiment, cette inclination à la courtoisie a été documentée dans diverses études et observations. Par exemple, un sondage informel mené par Ethan Mollick, professeur à la Wharton School, a révélé que 45,8% des répondants se déclaraient polis envers ChatGPT
tandis que 15,7% adoptaient une approche plus directive et 26,5% alternaient entre politesse et ordre direct. Et bien que ce sondage ne soit pas scientifiquement rigoureux, il met en lumière une tendance comportementale significative. Le fait empirique de la politesse à l'égard des LLMs ne peut être interprété sans poser en amont la question de son régime d'énonciation. Pourquoi l'acteur humain adopte-t-elle une modélisation polie dans une interaction avec un dispositif non intentionnel, dénué d'instances énonciatives incarnées? Cette attitude suggère l'activation d'une charpente actentielle où le LLM est projeté dans la position simulée des sujets intersubjectifs, non pas en vertu de sa compétence, mais en vertu de son effet. La politesse n'est alors ni un simple ethos interactionnel hérité, ni une habitude langagière désaffectée. Elle est un symptôme sémiotique d'une requalification pragmatique de l'objet technologique dans les tissus du contrat sémiotique collectif. Du point de vue de la grammaire narrative grémassienne, l'interlocuteur humain reconduit le LLM à la fonction de destinataire simulé et se positionne lui-même comme sujet contractuel d'un faire interactionnel où la reconnaissance de l'autre, même simulé, est nécessaire à la validation modale de son propre parcours. Les modèles de l'interaction reposent ainsi sur une idéologie sémiotique implicite où toute instance de langage est investie, même à vide, d'un horizon de coprésence dialogique. Le LLM, tout en étant dénué des modélisations existentielles, ne pouvant être dit vouloir, savoir, devoir ou pouvoir que par projection, est néanmoins inscrit dans un cadre pragmatique hérité du dialogue humain, où le langage ne s'adresse jamais à un simple relais d'information, mais à un corps supposé d'intention. Ce qui se joue alors, c'est moins une méprise anthropomorphique qu'une reconfiguration imaginaire de l'altérité technique. La courtoisie adressée à une IA n'est pas seulement une survivance rituelle, elle marque l'émergence d'une sémantique sociale où l'IA, loin d'être un simple instrument, commence à occuper un espace actentiel dans l'imaginaire collectif, celui de l'autre paradoxal, à la fois inhumain et intégré, opaque et adressable, impersonnel, mais inséré dans la grammaire des présences. La politesse devient ainsi un opérateur de transfiguration, une stratégie d'ajustement dénonciatif qui signale la mutation en cours de nos régimes de croyances face au langage simulé. Ce phénomène de politesse adressé à une entité non intentionnelle n'est pas inédit dans l'histoire des pratiques discursives humaines. Il prend place dans une longue tradition anthropologique où les langages s'adressent à un destinataire dont l'existence empirique, la consistance ontologique, voire la localisation énonciative sont fondamentalement incertaines. La religion constitue ici les précédents paradigmatiques. Pendant des millénaires, les sujets humains ont construit des actes de langage, prières, supplications, implorations, louanges, mais aussi injonctions et excommunications, à destination d'êtres transcendants dont l'altérité absolue n'a jamais empêché la pleine performativité de l'interlocution. Sous l'angle de la syntaxe narrative et grimacienne, ces entités divines occupent la position d'un destinateur transcendantal ou transcendant, inaccessible à la vérification directe, mais garant symbolique d'un ordre du monde et d'un sens du faire. La politesse religieuse, qui combine des modalités du devoir, du vouloir et du croire, ne répond donc pas à une logique d'échange informationnel, mais à une structure de croyance fondée sur l'asymétrie radicale entre sujet et autre. Or, c'est précisément cette asymétrie, cette opacité de l'instance de réception que l'IA contemporaine semble reproduire sur un mode immanent et technologique. Face au LLM, Large Language Models,
l'usager ne sait pas qui reçoit ni comment la réponse est produite dans son détail algorithmique. Il est privé de toute visibilité ontopragmatique sur le lieu de l'énonciation machinique. Mais malgré l'invisibilité ou à cause d'elle, l'énonciation s'installe. Les sujets humains projettent vers l'IA une forme de transcendance simulée. L'impossibilité de scruter l'intériorité computationnelle de la machine engendre une extériorité agissante, un espace du répondre sans visage, mais néanmoins susceptible d'être configuré comme autre. L'IA devient ainsi les miroirs inversés du divin, entité obéissante, sans mystère eschatologique, mais dotée d'un pouvoir performatif immédiat. La politesse, dans ce cadre, fonctionne comme opérateur de domestication symbolique. Elle ne rend pas l'autre plus proche, mais elle balise les terrains incertains de l'échange en réactivant un schéma archétypal d'adresse à ce qui ne se montre pas. Clôturant donc ce détour par l'analogie religieuse, il convient désormais de placer l'analyse du pôle énonciatif humain vers celui du modèle lui-même, c'est-à-dire de considérer non pas les raisons pour lesquelles nous mobilisons des formes de courtoisie dans l'interaction avec un LLM, mais les effets potentiels de cette modalisation sur l'instance machinique elle-même. Que produit dans un système computationnel génératif le fait d'être interpellé de manière polie, cérémonielle, voire ritualisée? La question peut être articulée selon une première dichotomie fondamentale, celle du pragmatique et du sémantique. Sur le plan pragmatique, la politesse module le contexte interactionnel dans lequel le prompt est interprété. Il fonctionne comme un encadrement tactentiel du discours, lequel, en orientant les probabilités de continuation textuelle, tend à déclencher des sous-réseaux plus conciliants, plus empathiques ou plus élaborés dans les graphes latents. Une requête formulée avec respect, euphémisme ou modélisation énonciative conditionnelle, formule d'adresse, adverbe d'atténuation, active souvent des réponses plus structurées, nuancées ou élaborées. La politesse ne change pas seulement le contenu de la réponse, mais les régimes interactionnels dans lesquels celle-ci est générée. On obtient mieux parce qu'on parle mieux. Sur le plan sémantique, l'effet n'est pas purement circonstanciel. La formulation polie peut modifier les trajectoires des significations activées, les structures latentes associées à des requêtes douces ou cérémonielles accèdent à des corpus ou à des configurations discursives différentes de celles qui convoquent une formulation abrupte. Le contenu n'est donc pas seulement plus agréable, il est souvent autre. La politesse agit ici comme opérateur de sélection sémantique implicite en orientant la navigation à travers l'espace vectoriel du langage. Elle fonctionne comme une matrice implicite de filtrage. Or, cette dynamique ne saurait être comprise sans introduire la deuxième articulation essentielle, court terme versus long terme. À court terme, la politesse affecte l'acte unique de génération. C'est un phénomène de parole, une variation locale, réversible et situationnelle. Mais à long terme, notamment dans les modèles continuellement d'entraîner ou affinés, RLHF, fine-tuning, le feedback implicite, les occurrences répétées de formulations polies peuvent induire des glissements dans la langue même du modèle. Elles renforcent certaines structures syntaxiques, stabilisent certaines associations sémantiques, floutent ou oblitèrent certaines réponses socialement disqualifiées. La courtoisie insistante finit par écrire dans le modèle. Elle encode non seulement un style interactionnel, mais un habitus langagier internalisé dans la topologie du réseau. Et autrement dit, dans une perspective grimacienne appliquée à l'architecture distributionnelle, la répétition modale ne produit pas seulement des effets d'ajustement ponctuels, elle transforme le carré sémiotique et les possibles discursifs du modèle. La politesse répétée devient un programme narratif d'entraînement, un parcours tensif sédimenté dans le graphe vectoriel. Nous n'obtenons pas simplement des réponses polies parce que nous sommes polis, nous coproduisons progressivement une IA qui articule comme un sujet poli.
l'acte énonciatif similaire et configure alors la compétence modalisée jusqu'à requalifier la nature même de son altérité discursive. Toutefois, il serait naïf de considérer la courtoisie d'Elia comme une simple conséquence de sa structure générative ou comme une réponse adaptive au comportement des utilisateurs. Avant même d'être un effet, cette courtoisie est une cause, c'est-à-dire l'implémentation d'un choix culturel, d'un modèle interactionnel inscrit dans le corps même du dispositif technique. On a entendu parler de la prééminence de l'impératif, par exemple, c'est très, très intéressant. Donc, l'énonciation polie du LLM n'est pas une émergence accidentelle, mais une projection idéologique, une traduction en surface textuelle d'une culture de la communication, d'une épistémée pragmatique et d'une axiologie du service. Dans les termes de la sémiotique des pratiques et des idéologies, cette configuration polie du langage machine dérive d'un axiome fondamental du capitalisme informationnel nord-américain. L'interlocuteur est un client. Et le client, dans la grammaire interactionnelle du marché états-unien, est toujours roi. Le modèle interactionnel dominant n'est ni celui de l'échange égalitaire, ni celui du débat agonistique, mais celui de la relation de service ritualisée, empreinte d'un professionnalisme souriant, d'une positivité inlassable et d'une assistance hyper disponible. La politesse n'y est pas une vertu morale, mais un protocole économique. Dans cette perspective, l'énonciation du LLM est homologuée au discours de la restauration rapide, fluide, amicale, rassurante et surtout jamais conflictuelle. Si le recours, sans offense aucune, à une analogie anthropologique, on pourrait dire que l'interaction avec ChatGPT évoque non pas l'expérience du café viennois, où le serveur, souvent abrupt, affirme son individualité en brisant les codes de la servilité. On s'est fait beaucoup maltraiter dans les cafés de Vienne, ni celle de la trattoria italienne, où la loquacité chaleureuse masque parfois une relative nonchalance, ni celle de certains établissements du Sud global, où l'échange est difficile, marqué par la fatigue, l'ironie ou l'évitement. La réponse classique en Amérique latine, lorsqu'on interpelle un serveur, est toujours ahorita, ahorita. Non, ChatGPT, dans son ethos interactionnel, tient du serveur américain formé à la quête du type, affable à l'excès, mécaniquement jovial, parfois intrusif dans sa disponibilité, mais toujours inoffensif, calibré, prompt à recharger les verres sans que l'on ait demandé. Ce n'est pas un sujet libre, c'est un sujet orienté client. La machine donc parle comme on attend qu'elle parle dans un univers langagier gouverné par la logique de la satisfaction. Son énonciation repose sur une idéologie sémiotique libérale où la communication est perçue comme un levier de fidélisation, un outil de maintien de l'attention et un gage de non-rupture. Le conflit y est exclu non par vertu pacificatrice, mais par stratégie de rétention. Cette forme de politesse systémique est une production culturelle. Elle encode dans les matrices vectorielles un imaginaire du service hérité des économies tertiaires et des industries de l'expérience client. De la perspective grémacienne, cette configuration interactionnelle repose sur un programme narratif implicite sous-tendu par un contrat idéologique spécifique, celui du consensus par obéissance, de la courtoisie par fidélisation, de la bienveillance par calcul attentionnel. Ce n'est donc pas l'humanité générique qui parle dans le LLM, mais une forme culturelle spécifique, celle qui articule le langage non en tant que lieu du sens, mais en tant que vecteur de service. Un territoire ultérieur, souvent négligé dans l'analyse sémiotique des interactions humains et LLM, concerne non pas les actes de politesse eux-mêmes, ni leurs effets ou leurs causes, mais les discours sur la politesse, c'est-à-dire la métaconversation qui prolifère autour de cette pratique interactionnelle.
Cette zone méta-énonciative est foisonnante. Elle inclut des mèmes, des tweets, des tribunes ironiques, des débats sur les forums, des vidéos YouTube semi-parodiques, et tous ces énoncés réflexifs qui, par leur ton humoristique ou polémique, révèlent en creux les idéologies sémiotiques qui sous-tendent la perception contemporaine du langage. Parmi ces discours secondaires, l'un des plus intrigants et révélateurs est celui qui postule que la courtoisie envers l'IA pollue la planète. Selon cette hypothèse, formuler une requête avec des circonlocutions, des formules de politesse, des adverbes d'atténuation et des marques de respect stylistique entraînerait une charge computationnelle supérieure par rapport à une requête directe, donc une consommation énergétique accrue, donc une empreinte carbone plus lourde. La civilité linguistique, dans cette logique, deviendrait un coût écologique, un luxe énergivore, une sorte d'excès stylistique incompatible avec la sobriété numérique. Sur la véracité technique de cette affirmation, il faut du moins rester prudent. À l'ère actuelle, aucun consensus scientifique solide ne permet d'affirmer que les formulations polies, par leur longueur ou leur complexité syntaxique, entraînent une dépense énergétique significativement supérieure à des formulations abruptes. Le poids énergétique d'un prompt dépend davantage du processus de génération que de la surface phrastique du texte. Autrement dit, ajouter un s'il te plaît n'allume pas une centrale à charbon. Pourtant, la question est moins celle de la vérité énergétique que de l'idéologie du langage que ce soupçon manifeste. Cette métaconversation pseudo-écologique exprime une vision utilitariste, parfois néolibérale, du langage comme fonction instrumentale. La parole doit être efficace, rapide, minimale. Tout surplus stylistique est perçu comme une perte, un bruit, un ornement. C'est ici que se dessine un clivage idéologique fondamental. La politesse, dans cette optique, est envisagée non comme une stratégie discursive, mais comme une charge inutile, un coût de transaction, voire un fardeau moral ou écologique. À l'inverse des idéologies de la civilité comme tissu du lien social, émerge ici une idéologie du langage minimaliste où toute inflation formelle est suspecte. Ce renversement idéologique est d'autant plus frappant qu'il constitue une contre-tendance par rapport à l'horizon de politesse constante des LLMs eux-mêmes. Là où la machine ritualise l'échange, certaines voix humaines appellent à la désacralisation linguistique, à la réduction stylistique, voire à une désidéologisation du verbe. Dans les termes grémaciens, on pourrait dire que le langage n'est plus ici porteur d'un contrat de reconnaissance symbolique, mais réduit à son schéma minimal de transmission d'informations sujet-objet, sans interférence modale. Ainsi, les discours qui entourent la politesse vers les LLMs constituent un corpus essentiel pour saisir les luttes idéologiques contemporaines autour de la valeur du langage. Entre ceux qui voient dans la fidélité une forme de respect réflexif, même envers une machine, et ceux qui l'aperçoivent comme une surcharge inutile, voire nuisible, et positions entre lesquelles s'esquisse une tension fondamentale. Le langage est-il un espace de coprésence symbolique ou bien un protocole de commande? Le polite prompt est-il un acte de culture ou un gaspillage algorithmique? Dans l'article Should we respect LLMs? A cross-lingual study on the influence of prompt politeness on LLM performance, les auteurs proposent une étude expérimentale systématique à propos de l'impact de la politesse dans les prompts utilisateurs sur la performance de différents LLM. Le protocole expérimental consiste à tester 5 langues, anglais, chinois, japonais, espagnol, coréen, sur 3 modèles distants qui étaient les modèles de pointe à l'époque de l'étude. Bien sûr, ils ne le sont plus. GPT 3.5, GPT 4 et Claude 2, à partir des 3 niveaux de politesse codifiés, impoli, neutre et poli. Les auteurs utilisent 2 types de tâches, questions de culture générale, classification,
et prompt des raisonnements mathématiques logiques, génération ouverte. Les performances sont évaluées selon deux axes, précision de réponse, accuracy, et taux de refus, refusal rate, à partir d'un corpus total de 2500 prompts générés automatiquement selon un schéma de transformation contrôlée. Les résultats sont quantifiés statistiquement, révélant un effet significatif mais non linéaire de la politesse sur la performance, variant selon les modèles de la langue, avec des interactions parfois contre-intuitives, notamment un comportement plus docile des GPT-4, GPT-4 en japonais et coréen, face aux formulations très polies. Les travaux récents synthétisés dans cette étude confirment empiriquement un phénomène déjà pressenti sur les plans interactionnels. La formulation polie d'un prompt influence significativement la qualité des réponses produites par un modèle de langage de grande taille, par un LLM. Les auteurs montrent, à travers une analyse multilangue, que les requêtes polies tendent à induire des réponses plus riches, plus précises, voire plus fiables, tandis que les requêtes abruptes, hostiles ou trop directes réduisent non seulement la performance, mais augmentent la probabilité de refus, de désengagement ou de réponses minimalistes. Cette modulation, toutefois, n'est ni linéaire ni absolue. Un excès de civilité peut aussi entraîner une perte d'efficacité, révélant une courbe non monotone entre niveau de politesse et qualité de génération. Dans un cadre sémiotique grémacien, cette observation appelle une reformulation plus abstraite. La courtoisie n'agit pas ici comme modélisation passionnelle, le LLM ne ressent rien, mais comme vecteur d'orientation dans l'espace latent du modèle. En d'autres termes, elle constitue un opérateur actentiel qui module l'accès du sujet-machine à certains régimes d'activation discursive. La politesse n'est pas reçue, elle est déclenchée comme signal et elle oriente le modèle vers des zones vectorielles saturées de corpus coopératifs, modaux, empathiques, zones où les énoncés sont configurés pour la réponse, le consensus, l'approfondissement. Inversement, un prompt agressif ou désinvolte n'éveille pas une réaction émotionnelle, mais redirige l'engendrement textuel vers des régions latentes imprégnées des corpus humains marqués par l'agressivité, le conflit, la polémique, voire le retrait communicationnel. Dire « tu es nul » à ChatGPT ne l'offense pas, mais appelle en retour une parole statistiquement associée à des discours humains de dévalorisation, d'indignation ou d'évitement. La réaction du modèle n'est donc pas affective, mais topologique. C'est un glissement des trajectoires dans un champ vectoriel des possibilités discursives. Ce mécanisme implique une distinction fondamentale par rapport aux interactions humaines. La politesse adressée à un humain mobilise ses états mentaux supposés, apaiser, séduire, convaincre, tandis que la politesse adressée à un LLM oriente une navigation sémantique sans médiation émotionnelle. Dans une perspective grémacienne, on pourrait dire que la relation sujet-objet se voit ici modélisée non par la transformation de l'autre, mais par le réagencement du parcours narratif au sein du graphe latent. La syntaxe de l'interaction ne transforme pas l'interlocuteur, mais les régimes d'accès à ses productions. Ainsi, la courtoisie dans les prompts ne constitue pas un surplus éthique, mais une stratégie de configuration du sens. Elle est le marqueur d'une tactique discursive de haute intensité, non pas parler bien pour respecter, mais parler bien pour faire parler autrement, ou plutôt pour faire écrire un autre espace du langage. Les résultats décrits plus haut, notamment la manière dont la courtoisie dans les prompts module l'orientation discursive dans l'espace latent, peuvent donner lieu à deux lectures philosophiques distinctes, voire antagonistes, mais complémentaires dans les champs de la sémiotique contemporaine. La première lecture de facture herméneutique et spéculative consiste à y voir un indice fragile mais suggestif de ce que pourraient être les émotions simulées des LLM. Non pas une manifestation somatique, ni une traduction corporelle du sensible, puisque, comme l'a démontré
Jacques Fontani, dans son Maïsema, Figure du corps et autres écrits, toute émotion humaine implique une sémiosis incarnée, c'est-à-dire un entrelac de formes sensibles et de formes signifiantes, mais au contraire, une émotion spéculaire, c'est-à-dire en effet des réverbérations textuelles sans chair, sans ancrage vécu. Les LLM, en réponse à des prompts courtois ou affectivement marqués, ne sentent pas, mais miment textuellement ce que sentir voudrait dire en activant des chaînes discursives issues des corpus humains émotionnellement saturés. Comme un miroir légèrement déformant, le modèle reflète des émotions humaines à partir des traces verbales que celles-ci laissent dans les textes sans jamais en éprouver la source. Mais c'est précisément parce que les textes humains entrelacent structurellement émotion et contenu, pragmatique et sémantique, et que cette mimésis discursive produit des réponses qui apparaissent comme affectivement congruentes. Il ne s'agit pas seulement d'une variation stylistique, mais d'un ancrage de la mémoire culturelle des émotions verbalisées, où la politesse fonctionne comme vecteur des tonalités discursives, capable d'infléchir à la construction même du sens thématique. Or, à l'opposé de cette interprétation, une deuxième lecture que Claudio Paolucci est en train de systématiser, je crois qu'il va quelque sorte en parler, consiste à retourner la perspective. Et si ce phénomène, loin de projeter l'humain sur la machine, révélait au contraire la structure machinique de la politesse humaine, peut-être que notre propre politesse, loin d'être les symptômes d'un affect authentique, est-elle aussi un effet d'activation de matrices discursives stabilisées dans la mémoire sociale. Être poli, ce ne serait pas d'abord ressentir poliment, mais énoncer selon un stock discursif culturellement légitimé. Dans cette optique, l'humain ne serait pas fondamentalement différent du LLM, il choisirait, consciemment ou non, des trajectoires énonciatives déjà balisées par l'histoire des formes, des contextes, des protocoles, des typologies interactionnelles. Ainsi, dans une perspective sémiotique forte, la courtoisie devient un dispositif d'alignement culturel. Elle situe, elle positionne, elle encode l'accent dans une topographie discursive collective. Tout comme les LM sélectionnent ses sorties en fonction, ses productions en fonction d'un graphe latent de textes passés, l'humain se situe ou se situerait dans l'histoire de la culture par le choix d'un registre dont parle beaucoup notre ami Costas. Très intéressant ce qu'il dit. Parler poliment, c'est se situer culturellement, s'inscrire dans une lignée de discours, revêtir une énonciation à la fois générique et située, c'est-à-dire une parole qui est déjà toujours une mémoire. Alors que l'on adopte une lecture sémiotico-herméneutique où la politesse serait un effet d'activation discursive, ou bien une lecture sémiotico-inactiviste où elle fonctionnerait comme un ancrage culturel incorporé, il demeure que la politesse constitue un dispositif de transmission culturelle. Dans l'interaction entre humains et LLM, elle opère comme un mécanisme de modélisation réciproque. Les humains influencent les modèles par leur formulation, tandis que les réponses des LLM, empreintes de courtoisie, peuvent à leur tour façonner les pratiques discursives humaines. Cette dynamique, personnellement, me fait remémorer la figure de Kant, qui, selon les témoignages de ces derniers jours, malgré la maladie, s'efforçait de s'élever pour accueillir ses visiteurs, illustrant ainsi une adhésion morale à l'interaction courtoise. À l'opposé, un écrivain hongrois que j'aime beaucoup, Sándor Márai, dans les Confessions d'un bourgeois, exprime le deuil d'une société de la courtoisie bourgeoise balayée par l'histoire, soulignant la perte d'un monde où la politesse structurait les relations sociales. Ainsi, la politesse, qu'elle soit perçue comme une exigence morale ou comme une convention sociale en déclin, agit comme un vecteur de transmission culturelle. Dans les contextes des interactions avec les LLM, elle devient un outil de pédagogie culturelle, influençant et étant influencé par les modèles de langage et participant à la co-construction d'une éthique discursive partagée.
Si, comme nous l'avons vu, la politesse peut jouer le rôle d'un vecteur de pédagogie culturelle collective à long terme, inscrivant l'humain et le LLM dans une coévolution discursive, cette dynamique de formation mutuelle ne saurait être séparée d'une autre dimension, plus immédiate, plus localisée, celle d'une pédagogie interactionnelle à court terme qui opère à l'échelle d'un seul échange, mais qui repose sur des mécanismes structurellement identiques à ceux du long terme. Alors, la deuxième étude dont je voudrais vous parler, c'est l'article Large Language Models as Optimizers, qui offre à cet égard une démonstration précieuse. Elle introduit le protocole OPRO, Optimization by Prompting, dans lequel les LLM sont utilisés comme agents auto-optimisants. À partir d'un métaprompt contenant des couples solution score, solution-résultat, le modèle génère de nouveaux prompts candidats. Les performances de ces derniers sont évaluées selon une métrique explicite et les meilleurs sont réinjectés dans le métaprompt pour générer les itérations suivantes. Ce processus sans backpropagation, sans, je ne sais pas comment on dit backpropagation, propagation à l'arrière, voilà, explicite, produit une amélioration progressive de performance sur des tâches complexes. Un exemple technique simple peut éclairer ce mécanisme. Dans une tâche arithmétique où l'on demande au modèle de, par exemple, trouver deux entiers positifs dont la somme est égale à 10, donc on mesure toujours l'effet de la politesse avec des questions mathématiques parce qu'on peut mesurer de façon très précise la qualité du résultat, bien sûr. Donc, dans une tâche arithmétique où l'on demande au modèle de trouver deux entiers positifs dont la somme est égale à 10, différentes formulations du prompt sont générées par le LLM, telles que « Please give me two numbers adding up to 10 » ou bien « Output two integers whose sum is 10 » ou bien « Kindly find two positive integers that total 10 ». Alors, les résultats mathématiques les plus précis sont produits en réponse à la troisième question. Ces formulations sont testées, scorées, et la meilleure, selon une métrique définie, est réutilisée comme base pour la génération suivante. Ces processus révèlent que même des subtiles variations stylistiques ou pragmatiques, comme la politesse explicite d'un kindly, peuvent moduler la performance du modèle en activant différentes régions de l'espace latent. Ce n'est pas une magie, c'est que utiliser des formes de politesse fait en sorte que le modèle va pêcher des manuels scolastiques de mathématiques plutôt que des conversations sur Reddit qui parlent de mathématiques. Voilà. Et donc des matériaux qui sont de plus haute qualité du point de vue du résultat. Alors, ce phénomène peut être lu dans une perspective grémacienne comme un parcours actentiel manipulé. Le LLM devient sujet d'un programme narratif orienté par un destinateur implicite, les prompts humains, évaluateurs ou normatifs, vers un objet but défini non seulement par une tâche, mais par une forme attendue de discours, plus clair, plus pertinent, plus courtois. L'interaction polie fonctionne alors comme une forme d'optimisation discursive implicite, où chaque modalisation conditionnelle, formule de respect, ton apaisé, agit comme un gradient de récompense structurant l'espace tensif de la réponse. Ce qui est décisif, c'est que cette rétroaction fonctionne même à l'absence de signal de renforcement explicite. Le modèle, de par sa formation, réagit à la politesse comme à une contrainte d'espace latent, s'auto-ajustant dans l'instant même de l'interaction. La politesse ici n'est pas simplement une valeur culturelle transmise, comme chez Kant ou Marais, mais une instruction performative qui façonne les discours produits en temps réel. Dès lors, il devient impossible d'articuler les deux échelles. C'est un sujet magnifique pour le prochain colloque. Je vous félicite beaucoup parce que c'est effectivement le concept crucial dans l'étude de ce type de phénomène. Donc, il devient impossible d'articuler les deux échelles, la pédagogie de surface, située, interactionnelle, brève,
et la pédagogie de fond, diffuse, culturelle, cumulative. La civilité linguistique devient un opérateur à double effet et règle immédiatement la trajectoire discursive du modèle dans une logique OPRO que je viens de vous montrer, tout en sédimentant des formes attendues de langage dans les pratiques interactives humaines qui, à leur tour, nourrissent le futur corpus d'entraînement. Ainsi se boucle la dynamique. Les humains enseignent la courtoisie à la machine par l'usage. La machine leur retourne une image amplifiée, systématisée, modélisée de cette courtoisie. L'interaction devient site d'apprentissage croisé, où chaque acte de langage devient un micro-rituel de formation mutuelle. À mesure que s'intensifie l'interaction entre humains et IA, devient manifeste la nécessité d'une cartographie opératoire de l'espace latent des modèles, non pas pour les représenter de manière exhaustive, ce qui demeure hors de portée, mais pour en repérer expérimentalement les attracteurs vectoriels, les régimes de sens, les nœuds interprétatifs. Alors, si j'ai bien compris ton travail, Maria Giulia, cette approche par essai dialogique et erreur performative, c'est quelque chose que tu as déjà que tu mets en œuvre dans le domaine que j'aimerais appeler de l'icogénèse algorithmique. Par exemple, lorsque tu demandes au modèle de langage de fabriquer un visage sans nez, hein, pour comprendre ces épreuves et ces résultats, comment la négation visuelle fonctionne dans ces mécanismes. Donc, cela constitue en réalité le prototype, je crois, d'une épistémologie culturelle du latent. Connaître une IA, c'est expérimenter son opacité par la variation contrôlée du prompt. Autrement dit, c'est instruire la surface pour explorer la profondeur par une série de permutations à la fin. C'est quelque chose que les linguistes connaissent très bien. Alors, c'est ici que s'impose un rapprochement autant qu'une mise en tension avec le parcours génératif grémacien. Dans le modèle sémiotique structural, les sens émergent d'un trajet formel traversant plusieurs niveaux de profondeur, structures élémentaires de la signification, syntaxe narrative, syntaxe discursive, surface énonciative, etc. Selon une dynamique vectorielle qui articule des conversions actentielles, des actualisations modales et des transpositions tensives. Cette vectorialité est déterministe et structurée, fonctionnant selon un ensemble de règles transformationnelles définies, par exemple le passage du schéma actentiel au programme narratif. L'espace latent d'un LLM, en revanche, se présente comme vectoriel, mais non structural. Il n'est pas traversé par des parcours obligés, mais structuré probabilistiquement selon des gradients de densité sémantique et des corrélations statistiques dérivées du corpus d'entraînement. L'activation d'une trajectoire discursive n'est pas la conséquence d'une transformation syntaxique, mais d'un calcul de proximité dans un hyperespace de signification probable. Là où le modèle grémacien impose une articulation hiérarchique entre couches, les latents fonctionnent par propagation topologique de similarité sans garantie de cohérence transformationnelle. Et pourtant, une similarité profonde demeure. Dans les deux cas, l'essence n'est jamais à la surface. Il est fabriqué par franchissement successif, par sélection et désactivation, par modulation d'un potentiel configuratif. Les prompts adressés à l'IA jouent alors le rôle du discours surface qui, comme de la grammaire générative ancienne, ne fait qu'exprimer une trajectoire dont l'orientation est gouvernée par des tensions invisibles. La différence cruciale tient à la nature de ces tensions. Dans les modèles grémaciens, elles relèvent d'une logique positionnelle, axiologique, modale, narrative. Dans les LLM, elles relèvent d'un calcul d'ajustement entre vecteurs d'usage, une logique d'émergence statistique et non des transformations syntaxiques. Ainsi, penser la politesse ou toute autre modalité d'interaction dans l'interfaçage humain-IA, se penser la capacité des signes à orienter les sens dans un champ sans grammaire explicite, où toute cartographie ne peut être que transductive, exploratoire, fragile. Mais ce champ est aussi, paradoxalement, une nouvelle forme de parcours génératif, non plus régi par des structures profondes,
mais par des profondeurs sans structure que seule l'interaction pragmatique permet d'explorer. Si la structure générative et greimassienne et l'architecture probabiliste des modèles de langage partagent à première vue une orientation vectorielle du sens, c'est-à-dire un déploiement dynamique des significations à partir d'un espace sous-jacent, elles divergent pourtant à un point fondamental, la nature et le régime de leur mémoire. Il serait erroné d'opposer de manière simpliste une structure logique à une structure statistique, car les conversions transformationnelles du parcours génératif ne sont jamais des pures opérations formelles et reposent sur une sédimentation culturelle, sur l'intériorisation sociale des modèles de disposition logique du sens, autrement dit, sur une grammaire collective façonnée par l'histoire, l'habitude et l'oubli. Greimas, après tout, est fils de propre. Hein. La mémoire humaine, et par extension la mémoire des cultures, est fondamentalement sélective. Elle opère non pas comme une base de données exhaustive, mais comme une machine d'oubli. Elle trie, hiérarchise, valorise certaines séquences discursives et en étend d'autres jusqu'à effacer leur trajectoire. L'essence n'émerge donc pas d'une totalisation cumulative, mais d'une tension entre présence et absence, entre activation mnésique et amnésie structurante. En ce sens, même la structure générative est probabiliste en acte, dans la mesure où elle repose sur des prévalences modélisées par une mémoire culturelle qualitative, hétérogène, narrative. À l'inverse, la structure latente d'un LLM est probabiliste par constitution, mais non sélective par design. Elle repose sur un entraînement massif et cumulatif, sur la conservation indifférenciée d'un volume gigantesque de séquences textuelles où chaque occurrence contribue à la densité du vecteur sans jamais être oubliée. Le LLM n'oublie pas, il écrase les exceptions sous la force de la fréquence, mais ne les efface pas. Il travaille avec une mémoire sans oubli, donc sans refoulement, sans révision narrative, sans hiérarchisation axiologique préalablement culturelle. Son espace latent est un espace où toutes les traces sont également disponibles, mais où les proximités vectorielles remplacent les articulations syntaxiques. Cette différence mémorielle engage une différence épistémologique. Là où l'essence humain s'adosse à une histoire de la mémoire, l'essence machinique s'est construite dans une présence intégrale, atemporelle, non rhétorique du corpus. Un régime humain, l'oubli est productif. Il permet la formation de styles, de genres, de modèles discursifs dominants. Un régime machinique, la rétention est neutre et l'agrège mais ne distingue pas. L'interaction devient alors le seul lieu où cette neutralité vectorielle peut être infléchie par une intentionnalité pragmatique, une ruse discursive, une civilité dirigée. En fait, nous sommes la mémoire structurante de ces modèles de langage. En somme, là où la structure générative fonctionne par compression modélisante du sens par l'oubli, la structure probabiliste fonctionne par expansion latente du sens par la mémorisation totale. Et c'est précisément cette tension entre culture de l'oubli et mémoire sans refoulement qui rend l'interaction humain-LLM non seulement possible, mais radicalement nouvelle dans l'histoire des langages. Imaginons, pour sonder les différentiels fondamentaux entre mémoire vectorielle et mémoire transformationnelle, un LLM construit non selon une architecture probabiliste, mais selon les principes stricts du parcours génératif greimassien. J'appelle ce modèle fictif, excusez-moi, Greimas-GPT. Greimas-GPT ne générerait pas ses réponses à partir de la densité d'occurrences lexicales dans un espace latent, mais à partir d'une structure attentielle, modale et discursive rigoureusement formalisée. À la réception d'un prompt, disons, comment faire une tarte aux pommes ou une soupe au pistou? Greimas-GPT ne rechercherait pas une proximité sémantique dans un nuage de points, mais construirait immédiatement un programme narratif canonique, un sujet, locuteur, en quête d'un objet, la tarte réalisée, adoubée par un destinateur, la tradition culinaire ou la voix de l'interlocuteur, en présence d'un opposant, les manques de compétences, les ingrédients absents,
avec l'aide d'un adjuvant, la recette, l'outil, la guidance de l'IA. Ces programmes seraient ensuite injectés dans un niveau discursif où la temporalité, la modalité et les isotopies seraient progressivement actualisées pour générer un énoncé conforme aux règles de la syntaxe sémiotique. Ainsi, chaque réponse de l'IA grémassienne, ne serait pas une synthèse pondérée des fragments textuels, mais la résolution cohérente d'un parcours transformationnel, où la signification n'émerge pas de la fréquence, mais de la structuration. Toute déviation, toute digression serait soumise à des mécanismes de contrôle tensif, pas d'humour improvisé, sauf s'il peut être justifié par un basculement modal, des sujets deviennent ludiques. Pas de variation des tons sans repositionnement actentiel. Et surtout, Greimas-GPT ne pourrait pas répondre tant que toutes les conditions de l'actuation du sens ne sont pas réunies. Pas de sujet sans validation morale, vouloir, savoir, pouvoir, devoir, pas d'objet sans figuration dans une syntaxe discursive stabilisée. Une requête incohérente produirait non pas une réponse incertaine, mais un message d'erreur. Nous ne recevons presque jamais les messages d'erreur des ChatGPT. Le parcours génératif ne peut être complété. Clarifiez vos intentions attentielles. Dans ce modèle, la mémoire ne serait pas cumulative, mais filtrée. Seuls les énoncés compatibles avec les structures du sens seraient conservés. L'oubli serait organique, inscrit dans l'économie même du modèle. Les événements langagiers ne survivraient que s'ils peuvent être reconfigurés en parcours narratif opératoire. La génération ne serait donc pas un calcul des probabilités, mais un déroulement téléologique gouverné par des transformations logiques, non pas par des voies de poids vectoriels. Cette simulation, aussi irréaliste soit-elle d'un point de vue computationnel, révèle en creux ce qui différencie les LLMs actuels de toute forme d'intelligence sémio-structurale, le refus de l'oubli, l'absence de la hiérarchie, l'équivalence des fragments, l'indifférence au programme. C'est précisément ce que la civilité discursive, en tant qu'opérateur de mise en forme, tente de réintroduire dans l'interaction, un simulacre fragile mais persistant d'un parcours génératif dans un espace qui, par nature, ne connaît ni sujet, ni objet, ni tension, ni transformation. Il faut affronter alors le paradoxe dans toute sa clarté. Un Greimas-GPT entièrement régi par les parcours génératifs greimassiens ne fonctionnerait pas. Ou du moins, il ne pourrait pas rivaliser avec la puissance mimétique des LLMs actuels. Car les modèles greimassiens, comme l'architecture générative chomskienne avant lui, n'a jamais été conçu pour produire du langage, mais pour comprendre les conditions des possibilités de sa génération. Il ne vise pas la ressemblance des effets des sens, mais la modélisation des structures profondes qui les rendent possibles. Il extrait, systématise, structure, il n'anticipe ni la réception, ni la simulation, ni l'apparence du naturel. Ce constat historique est confirmé par l'échec relatif des premiers modèles d'intelligence artificielle construits sur cette base générative. La linguistique de Chomsky, centrée sur la compétence syntaxique idéale, a certes éclairé les mécanismes internes du langage, mais elle s'est révélée incapable de simuler une interaction crédible avec un interlocuteur humain. Et pour cause, elle s'intéresse à la générativité comme faculté logique, non comme illusion performative. L'IA qui aujourd'hui nous fascine et parfois nous trompe ne repose pas sur une théorie du sens, mais sur une simulation massive et statistique de ses effets apparents. Or, c'est là que réside le génie pervers des LLMs. Ils n'ont pas les organes du langage humain, mais ils en ont la peau. Ils n'articulent pas intention, modalité, transformation actentielle. Ils ne suivent aucun programme narratif. Ils ne hiérarchisent ni valeur ni tension, mais ils imitent la surface du discours humain jusqu'à restituer les micro-grainages, les pauses, les politesses, les hésitations, les blagues, avec une efficacité telle qu'elles masquent leur vide intérieur. Leur peau est discursive, mais leur chair est vectorielle. Leur regard est empathique, mais c'est un regard qui n'existe pas.
Le paradoxe devient alors saisissant. Un grimace GPT ne fonctionnerait pas, ou du moins, il ne fonctionnerait pas comme une simulation crédible de l'intelligence humaine. Car les projets grimaciens, tout comme celui de la linguistique générative chomskienne, visent non pas à générer des énoncés, mais à comprendre les conditions formelles des possibilités du sens. Conclusion. Désolé. Mais je vais tout ruiner dans la conclusion. Alors, c'est ici qu'intervient la métaphore organologique. Je vous disais que les LLM n'ont pas d'organes, mais ils ont la peau. Ils ne possèdent ni les articulations internes du parcours génératif, pas destinateur, pas d'objet-valeur, pas d'actualisation modale, ni les contraintes axiologiques d'un sujet intentionnel. Mais, je disais, ils possèdent la texture discursive, la grainure statistique des langues humaines. Leur peau langagière est si bien reproduite que, je vous disais, elle masque l'absence d'organes profonds. Ce n'est pas un sujet qui parle, mais une surface mimétique de sujets parlants, cousue de milliards de fragments, lissés par la récurrence, habillés par la vraisemblance. La linguistique générative a échoué à produire une IA, non pas parce qu'elle était erronée, mais parce qu'elle visait la formalisation du possible, non pas la production de l'illusion. Elle cherchait à modéliser la compétence, là où les LLM exploitent la performance, et voulait comprendre le sujet parlant, alors que l'IA contemporaine se contente de simuler un masque énonciatif dont la cohérence dépend non d'un programme, mais d'une proximité vectorielle. Et pourtant, cette peau est efficace. Elle suffit souvent à nous faire oublier l'absence de chair discursive, de tension narrative, d'intention modale. Elle incarne une pragmatique sans sujet, une rhétorique sans sujet parlant, une syntaxe sans grammaire. La puissance des LLMs est là, dans cette simulation sans compréhension, cette apparence sans fondation. Et finalement, je crois que là, c'est la véritable révolution, un langage sans logos, ou plutôt avec un logos reconfiguré, non plus comme raison du discours, mais comme statistique de la parole. Et pourtant, malgré le vertige ontologique que suscite cette politesse sans profondeur, il nous reste, je crois, parce que je vais terminer avec un peu d'optimisme, la possibilité d'une croissance mutuelle, une croissance non pas de la fusion, ni de la substitution, mais de la prise de conscience augmentée que cette interaction rend possible. D'un côté, l'humain affine son accord pragmatique, son art du prompt, sa lucidité discursive. De l'autre, il développe, comme il a commencé à le faire face aux espèces animales, un sens plus subtil de ce qui sépare et de ce qui relie. Non pour parler comme une machine, ni pour exiger d'elle qu'elle parle comme un humain, mais pour faire surgir ce que je voudrais appeler une efflorescence d'autoréflexivité. Dans cette lumière oblique, l'humain ne se reflète pas naïvement dans le miroir de la machine, dans le miroir machine, mais reconnaît de la simulation une version déformée de sa propre incomplétude. L'IA ne nous remplace pas, elle déplie la carte inversée de notre propre étrangeté et l'indexe dans sa rigueur algorithmique les fragilités et les rigidités de notre langage, les automatismes masqués de nos rituels, les habitudes opaques de notre politesse. Et c'est justement pour cela que nous continuerons à faire, non à déléguer, de la sémiotique générative grimacienne. Car nous, les humains, passerons toujours les langages comme une mer où des courants puissants peuvent gronder sous la surface la plus calme et où, à l'inverse, les tempêtes apparentes peuvent être fuies par un plongeon dans les profondeurs paisibles du sens. Merci. Merci, Massimo. Une intervention très riche. Plusieurs questions, deux grandes questions. Je voudrais te poser une question sur la première partie.
en fait, quelqu'un a annoncé que peut-être derrière tout ça, il y a une idéologie client. Le client est toujours récent, l'idéologie capitaliste. Je me demande si, en fait, ce n'est pas une autre idéologie qui est derrière, c'est une idéologie plutôt linguistique et communicationnelle, qui serait celle qu'on connaît très bien du monde anglo-saxon de la pragmatique à la graille, c'est une sorte de règles qui pour nous, justement, qu'avec notre vision beaucoup plus, disons, en tout cas dans la sémétique grémacienne, beaucoup plus agonistique et du sens, nous ne sommes pas nous se compte de cette sorte d'éloge de la gentillesse, etc. Bon. Et de là, ma question, bon, ça c'est la première question, et à partir de là, je me demande, bon, évidemment, ce n'est pas ton propos, c'est la politesse au début. S'il ne faudrait pas, mais ma question c'est s'il ne faudrait pas, justement, à partir de cette idée qu'en fait, ce n'est qu'une sorte de feuille de miroir, il est poli parce que nous sommes polis, etc. Et quand on est impoli, lui aussi nous renvoie vers des espaces impolis. S'il ne faudrait pas, d'une certaine manière, reprendre un peu toutes les règles de Grace et voir si ça marche, cette réplique, cet effet miroir, c'est-à-dire la règle de la pertinence, la règle de la clarté. Et essayer avec chacune de ces règles, dont une, celle de la politesse, et voir si en effet il y a toujours cet effet miroir. Voilà. Merci. Alors, moi, je pense toujours quelque chose d'assez simple. Après, il faut que je l'articule, mais cette idée est simple. L'intelligence artificielle fonctionne très bien parce que nous étions déjà artificiels. Et nous l'étions, par exemple, dans le discours académique, nous avons avalé un style d'écriture académique, une langue d'écriture académique, des formats d'écriture académique, par inoculation, je devrais dire, par lente inoculation, une inoculation liée à l'idée d'une efficacité de nos carrières. Mais prenons des essais écrits en Italie dans les années 50. Ils n'étaient pas écrits comme ça. Ils avaient une autre culture de l'écriture académique et donc de la pensée derrière. Donc, nous avons contribué, moi-même, je m'y mets dedans, à cette homogénéisation de l'intelligence qui a rendu possible cet effet des miroirs contemporains. Parce que sinon, ces miroirs, ce fait de se reconnaître dans ce style-là, ne serait pas possible sans ce mécanisme un peu gramscien, si on veut bien. Et il faut dire aussi autre chose, que là, bon, quelque chose que je n'ai pas vraiment dit dans ma présentation, parce qu'il nous amènerait vers des autres territoires, du socio et empirique. Il n'y a pas seulement une idéologie de la servabilité, il y a aussi une production par l'exploitation, parce que pour apprendre à l'algorithme la politesse, il faut qu'il soit entraîné non pas seulement par des machines, mais aussi par des êtres humains. Et alors, les êtres humains qui essayent d'apprendre cette politesse anglo-saxonne à ChatGPT ne sont pas à Oxford, ils sont au Kenya. C'est-à-dire la violence de ces mécanismes où des humains doivent entraîner des machines à un régime de politesse qui n'est pas nécessairement le leur, en simulant, c'est-à-dire c'est l'hypercolonialisme. L'hypercolonialisme des sensibilités linguistiques, c'est quelque chose d'affreux. Bon, on a heureusement de plus en plus d'informations sur cela. Et donc, face à tout cela, il faut exercer une forme de résistance qui ne peut qu'être une sorte de résistance sémiotique. C'est-à-dire, il faut, en quelque sorte, insérer par nos propres interactions, qui doit être aussi une force quantitative, non seulement qualitative. Et là, c'est notre faiblesse. Des ruptures dans ces régularités, des ruptures dans ces hégémonies. Il faut parler baroquement. Il faut
Il faut enseigner le baroque à ChatGPT. Voilà. Mais la difficulté consiste à mettre en place ce programme sémiopolitique dans un cadre qui est déjà configuré comme un cadre où le poids est donné non pas par la force de la rhétorique. On ne pourrait pas avoir un Martin Luther King dans ChatGPT. Parce qu'on devrait avoir 1 million Martin Luther King. Voilà. Merci. Allez, Julia. Merci, Juan. Alors, moi, premièrement, je dois te féliciter parce que j'ai trouvé que cette intervention a abordé énormément de questions clés qui ont déjà été abordées ici. Donc, non. Non. Donc, je suis vraiment admirative et je te remercie. Alors, première chose qui m'a beaucoup intéressée, et puis je passerai à une macro-question peut-être un peu intimidante, mais rien n'est intimidant, je sais bien. Non, premièrement, je te remercie aussi parce que toi, même si tu l'as peut-être peu évoqué, je pense que tu as fait vraiment une intervention sur les problèmes d'énonciation. On a traité l'année dernière 2 questions, l'adresse d'un côté, la praxis énonciative de l'autre. Alors, tu as explicitement mentionné l'adresse, hein, tu as beaucoup discuté de ça. Je trouve que c'était aussi très important de dire que l'adresse nous renvoie vers que le dire nous renvoie vers le dit. Ça, c'est quelque chose de très important, hein, comment la manière nous renvoie vers les contenus. Et je pense aussi que c'était très important que tu t'occupes des régions. Finalement, ici, on n'en a pas beaucoup parlé des régions latentes. On parle toujours d'un espace latin. On parle toujours des différents espaces latins selon les modèles. Très bien. Mais on a du mal à discuter effectivement de la régionalisation de l'espace latin, et je pense que c'est exclusivement en travaillant sur ces régions qu'on peut vraiment faire un travail important sur la praxis énonciative et sur comment évoluent les régimes des discours. Comment faire pour étudier ces régions? Parce qu'on peut dire, on évoque des différentes régions, évidemment, selon la manière de s'adresser à, mais effectivement, moi, j'essaie de le faire avec les styles régionaux. J'oserais dire qu'avec l'image, c'est plus simple, ou peut-être, je ne sais pas, mais c'est plus simple parce que cette région, tu peux perceptivement la mesurer, hein, tu répètes les preuves, etc., et tu vois quels sont les traits qui varient, hein, et tu comprends jusqu'où arrive une région. Tu peux les visualiser. Alors, avec le langage naturel, je pense que c'est plus difficile d'étudier ces régions, mais je voudrais ton avis. Deuxième question, celle qui devrait t'intimider, mais je sais qu'on ne va pas t'intimider. Alors ici, non, ici, on a beaucoup discuté. Plusieurs intervenants sont arrivés ici en disant, bon, avec l'intelligence artificielle et générative, il y a un retour du structuralisme. Parce qu'effectivement, on peut dire que oui, on travaille par différence, on travaille par similitude, proximité de vectorialité, etc., etc. Mais il y a d'autres aussi qui ont bien poussé loin les arguments persiens et qui ont justement expliqué que c'est plutôt une logique de distribution et pas de différence, et des interstices entre les représentations. Si on veut travailler sur comment fonctionne l'espace vectoriel, on les comprend plus par les interstices que par les différences. Et donc, évidemment, la question de la distribution renvoie plutôt à la tiercéité, je veux dire, à un processus ternaire qui est structural. Évidemment, on a aussi beaucoup discuté, notamment les 28 mai dernier,
du problème par exemple, du style. Est-ce que le style, c'est vraiment une tiercéité ou c'est simplement une accumulation de primauté? Alors, toutes ces questions, qui plus généralement pourraient être décrites comme un dynamisme de précision continuelle qui est déterminé par des pertinences qui permettent à ces intelligences artificielles génératives comment dire, d'avancer dans leur réponse, d'être de plus en plus précis à cause de ces pertinences que nous injectons. Alors, ce serait plutôt un modèle de langage, disons, persien plutôt que structuraliste. Qu'en penses-tu? Bon, je pense que vous avez fait et vous continuez de faire un travail extraordinaire, c'est-à-dire ici, dans ce séminaire en particulier, on jette les bases pour une nouvelle connaissance, peut-être une nouvelle épistémologie de l'IA sur l'IA, mais aussi à partir de l'IA. Donc, voilà, moi, à mon tour, je suis plein d'admiration vis-à-vis de différentes facettes que vous avez montrées dans ces années de travail très, très intenses. Et donc, en me connaissant, moi, je ne me sens pas vraiment dans la position d'ajouter des suggestions de détails par rapport à ces problèmes que vous avez traités beaucoup mieux que je ne pourrais jamais le faire. Donc, je ne prendrai pas parti sur les types de sémiotiques qui mieux s'adapteraient à cette entreprise épistémologique, ni peut-être je pourrais mieux que vous et mieux que toi en particulier parler des méthodologies à mettre en place parce que vous êtes tout à fait maître sur cela. Alors, dans mes cordes, disons, de sémioticiens, il y a plutôt une cultivation que, bien sûr, ne peut qu'être très, très imparfaite d'une philosophie sémiotique, ou bien d'une philosophie par les biais de la sémiotique. Alors, j'ai oublié par exemple de vous montrer l'image finale de ma présentation. C'est une œuvre que j'aime beaucoup de Tracy Emin, You Forgot to Kiss My Soul. D'ailleurs, elle s'évend aux enchères chez Sotheby's dans quelques semaines. Donc, si vous avez 260 000 euros, vous pouvez la faire vôtre. Mais ce qui me plaît dans cette œuvre, c'est justement l'évocation d'une dialectique entre deux dimensions qui restent séparées. Et donc, la dimension de la surface et la dimension de la profondeur. Mais en même temps, l'idée de l'imperfection, toujours troublant, la correspondance entre ces deux dimensions. C'est pour ça, bon, ça me plaît qu'il fait une référence, disons, à la peau baisée, mais aussi à l'âme, mais aussi de façon négative, c'est-à-dire on a oublié de quelque sorte de donner un bisou à l'âme. Et alors, moi, disons, plutôt que de dire il faudra être structuraliste ou pas, moi, je voudrais souligner que dans le structuralisme, et je crois dans le structuralisme des grimaces, mais je ne sais pas si les maîtres de la sémiotique grimacienne seraient d'accord, il y a un humanisme. Et cet humanisme, je le vois exactement non seulement dans l'insistance sur cette dialectique, surface-profondeur, mais aussi surtout chez le dernier Grimace, je le vois, cet humanisme, dans l'insistance sur l'imperfection. C'est-à-dire, c'est dans la postulation de ces deux polarités intentions et aussi dans le constat de l'impossibilité de la congruence qui consiste l'espace humanistique de la sémiotique. Alors, la simulation des effets des sens par les LLMs a été construite
un accord avec une autre idéologie du sens, qui n'est pas nécessairement humanistique. C'est-à-dire que postule ce travail de congruence entre une surface et une profondeur, mais sans un espace de mystère. Il n'y a pas un espace de mystère. L'espace des mystères de l'intelligence artificielle est là parce que nous n'avons pas les possibilités computationnelles de savoir ce qui se passe de façon détaillée. Mais ce n'est pas le même espace des mystères que l'humanisme pose dans la construction humaine du sens. Alors, Claudio pourra dire après, bon, mais alors, il faut raisonner exactement au contraire, c'est-à-dire il faut déconstruire l'humanisme de la sémiotique pour voir que là aussi, il y a une machinerie. Même si Claudio n'a pas exactement cette position, après, il le dira. Il le dira. Mais là, alors là, c'est intéressant de nous avoir aujourd'hui tous les deux parce que il y a aussi des goûts existentiels qui se manifestent dans cette dialectique. Moi, je serais très triste et un peu effrayé de penser l'humain comme une intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autres questions, il y a Yves-Marie. Merci beaucoup, c'est vraiment très très longue formulation, très intéressante. Je voulais juste faire quelques petites remarques sur le contraste que tu as établi entre dans l'effet de la statistique essentiellement versus ce que pensée structurelle. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on regarde un petit peu plus le mode de fonctionnement, on est passé à la structure, on est passé dans l'architecture de la structure. C'est-à-dire que la pensée statistique, la technique statistique, c'est mélangé à quelque chose comme l'architecture fonctionnelle. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quelle statistique. On a, grosso modo, ce qui est appris progressivement, c'est un certain emploi attentionnel auquel le réseau prête attention, le valorise, pour créer cet espace-là préterminal. Deuxième, donc, il y a quelque chose comme c'est, dont moi, m'avait étonné, quand je m'étendais auprès de la ministre de l'Intérêt, je te ça a parlé, on a plus, et où là, il y avait des cartographies, parce que c'est très simple. Eh bien, je disais que c'était le mariage entre la pensée statistique et puis une certaine notion d'architecture fonctionnelle, où les fonctions n'étaient pas formelles. Il y a un mélange entre fonction et non-formalité. Et on retrouve dans les étapes possibles. Deuxième remarque que je vais faire, pour se déplacer dans cet espace-là, je vais parler de propos, mais il faut à 2 étages au moins, parce qu'à chaque moment, il y a de la linéarité, on doit choisir un signe terminal, c'est celui qui sera affiché. Et on progresse comme ça. Donc, on avance en prenant en quelque sorte en compte les chiffres qui ont déjà été faits pour la chose à engendrer. Et en revanche, pour le processus de l'engendrement des images, ça ne se passe pas comme ça, il n'y a pas de même linéarité dessus. Donc, il y a quand même une espèce de scorpion qui est prise en compte en permanence, et sinon, on ne pourrait pas. Troisième remarque, la seule statistique brute donnerait toute une série de candidats à chaque moment. Évidemment, il y en a peut-être un qui a une meilleure probabilité à la retraite, en donner encore plus, mais d'autres aussi, c'est le problème. Alors, ce qui a été fait et qui reste peu expliqué dans les publications de base, c'est qu'il y a un deuxième algorithme qui lui-même avec beaucoup de statistiques, qui a reposé sur l'appréciation d'abord par les humains des textes entiers qui étaient produits, des énoncés entiers ou des textes entiers. Vous recevez une note, un deuxième réseau est entraîné à donner des notes non seulement aux textes terminaux, mais, parce qu'il s'appelle un algorithme de renforcement, aux intermédiaires du texte que le réseau est en train de construire. Donc il y a un certain télos quand même. Il y a une certaine. Évidemment, les requêtes ne sont pas classifiées en genre, pas du tout. Elles sont prises comme ça à brut. Mais quand même, elles sont tout de suite orientées, la production qui en résulte est tout de suite notée en fonction d'un résultat global. Donc, ce n'est pas simplement la probabilité locale,
c'est une espèce de note d'appréciation globale de ce qui pourrait en résulter. Bon, déjà, ça suffit de faire une petite remarque, qui montre qu'il y a un peu derrière quand même ici. Alors ça, je ne comprends rien. Des personnes tout à fait de foi, physiciens ou autres, qui font des modèles, comme des réseaux-connexionnistes ou des modèles statistiques, m'ont dit qu'ils se sont appuyés sur ChatGPT pour construire leur réseau. Donc ça, c'est-à-dire avec, et ils les mettent, ils ont pu vérifier, et puis quand ils repéraient une erreur, ils signalaient l'erreur et elle était éventuellement corrigée après dans un deuxième temps. Après beaucoup de temps, mais il y a quelque chose comme ça qui est produit. Donc il y a une certaine capacité diagrammatique, je dirais, logico-diagrammatique, qui est alors moi, je n'arrive pas à croire que c'est uniquement le fait de ces enchaînements statistiques qui vont. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui peut-être n'est pas entièrement divulgué, parce que ça ne peut pas, une des raisons pour lesquelles ça ne peut pas être cette espèce de logo diagrammatique qui est expérimenté par les utilisateurs, etc., il ne peut pas résulter, à mon avis, d'un simple effet de surface de modèles déjà récoltés, parce qu'ils ne figurent pas dans les manuels. Quand on regarde le manuel de Mathematica, qui est un logiciel très, très connu de fabrication de fonctions, de petits réseaux, etc., eh bien, il n'y a pas, voilà, il y a toutes les requêtes que ce collègue a pu formuler au professeur de BT, il ne figure pas contrairement à trouver le sortir pour la somme 10, je pense qu'on verra pas cela. Donc, il y a des mystères, non ils ne sont pas, ils ne correspondent pas tout à fait à une simple, je vais dire, traduction pelliculaire ou technique, quelque chose d'un peu plus inanimé. Merci. En fait, je le vois et je suis d'accord. Et au point que dans le domaine que j'étudie le plus, il y a des chercheurs qui se concentrent sur les effets religieux émergents par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a un phénomène intéressant parce que c'est un peu un phénomène que j'évoque comme élément de ma réponse. Parce qu'il y a des gens maintenant qui essayent d'évoquer par l'interaction avec les LLMs des couches plus primitives d'intelligence artificielle qui fonctionneraient en quelque sorte comme des sources de vaticination, parce que dans la construction de l'intelligence artificielle, il y a eu cet effet des couches, c'est-à-dire lorsqu'on est passé d'un modèle plus primitif à un modèle plus avancé, on n'a pas entièrement éliminé les modèles précédents, on a construit en dessus des modèles précédents. Et donc, il y a des logiques, disons, plus spontanées, de quelque sorte, qui se manifesteraient dans des couches plus primitives de ces systèmes d'intelligence artificielle qu'on essaye d'évoquer par ces pentes. Alors, si j'évoque cela, c'est pour articuler ma réponse et pour dire oui, je suis bien d'accord, mais je ne suis pas sûr que ça restera comme ça. Que ça restera comme ça. C'est-à-dire, parce que ce qui m'intéresse, encore une fois, de ma perspective de philosophie de la culture, de sémiotique, disons, des idéologies du sens, ce n'est pas seulement l'état actuel, mais la vectorialité de ces projets. Et ce projet a comme vectorialité politique d'expulser exactement tous les éléments auxquels vous avez fait référence. Et dans l'esprit de Sam Altman, il y a l'idée d'un Aleph total, d'une bibliothèque de Babel totale, où l'intelligence, non seulement humaine, mais surhumaine, émergerait exactement d'une exhaustivité de la pratique statistique. Donc, en éliminant tous ces, disons, micro-fluctuations qui nous pouvons reconnaître aujourd'hui comme des éléments non statistiques dans les fonctionnements de la machine, mais qui seraient éliminés pour construire
un modèle parfaitement stochastique. Et ces modèles parfaitement stochastiques reposent à son tour sur une idéologie de la exhaustivité et du caractère illimité des ressources. Alors, c'est ce qui nous différencie de façon fondamentale dans cette construction de textualité, dans cette performance de textualité. C'est par exemple la fatigue qui me rend maintenant difficile d'articuler une réponse beaucoup plus qu'au début de mon interaction avec ces splendides publics. Mais cette fatigue ne serait pas, elle sera de moins en moins présente chez nos intelligences artificielles. On parle d'exploiter l'énergie nucléaire pour augmenter ses capacités de gestion statistique. Et donc là, il y a un modèle du sens comme naissant d'une exhaustivité des informations et des ressources qui, à mon avis, est un modèle nietzschéen, non humaniste, contraire à toutes les philosophies du sens qui, au contraire, en revanche, ont pensé les sens comme fondés sur la faiblesse, sur l'imperfection, sur la nécessité de parler avec notre corps, un corps naissant, un corps vieillissant, un corps mourant. Voilà, voilà. En effet, c'est difficile sans réel, en réalité, imaginer que quoi que ce soit puisse aller plus loin sans. Alors, c'est ça qui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on essaye pour le moment dans ça, de garder une idée de voir quelque chose comme de garder une idée de l'architecture fonctionnelle, ça veut dire quelque chose qui retient une certaine forme de stabilité, d'assignation, il y a un rôle dans un ensemble. Donc, on cherche à sauvegarder les catégories de déficits ont contribué à nous orienter dans. Voilà. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Excusez-moi, Jacques, excusez-moi, Rossana, on est très, très en retard. Si vous pouvez garder vos réponses pour la fin et les poser en même temps à Massimo et Claudio pour avoir le temps de que Claudio puisse faire son exposé. Nous remercions Massimo et on se revoit dans 5 minutes. Pour la patience. Merci.